Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Alessandro Strella et au nom de la Sud, j'ai l'honneur d'introduire ces 10e états généraux des usagers des substances psychotropes illicites et licites. Je suis devenu président de la Sud il y a un an. Et je me suis approché de cette association il y a 5 ans. D'abord comme membre, ensuite je suis devenu administrateur, j'ai gravi encore des échelons, trésorier et finalement président. Après une compétition que, comme vous pouvez imaginer, l'administration pareille, est très dure. Voilà. Non, sans déconner, il y a 5 ans, je me suis approché de la Sud parce que je pensais que les principes associatifs entre pairs, d'entraide, étaient une bonne voie. Et jusque-là, comme la masse des drogués, depuis mon adolescence, je l'ai caché parce que un régime de prohibition, c'est vite, pour se regarder le soir. Et puis, il y a 5 ans, je me suis dit, comme on dit en espagnol, hay que dar la cara, il faut s'afficher. Il faut arrêter de vivre caché et il faut mener un combat, parce que je pense que c'est un combat, pour une autre approche aux questions de consommation des substances psychotropes. Et je me suis investi avec la Sud en apportant mes capacités, mes connaissances. Je suis universitaire, chercheur au CNRS, et donc mes apports peuvent être seulement de l'ordre des sciences sociales, mais qui sont importantes dans l'ensemble des sciences qui sont appelées à s'intéresser, travailler sur les drogues et sur les usagers de drogue, avec les usagers de drogue, les sciences sociales, en particulier l'anthropologie, je pense que peuvent être dans un apport significatif. Voilà, donc j'ai organisé un séminaire avec d'autres organisations sociales et d'autres événements en parallèle, en réunissant toutes sortes de connaissances sur les drogues, venant des sciences sociales, des sciences de la santé, des sciences juridiques, économiques, enfin tout apport qui fasse un travail scientifique et qui puisse être ensuite reçu par les pouvoirs publics pour changer les politiques en matière de drogue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques, en France en particulier, suivent des politiques, font des politiques en matière de drogue à partir des faits divers, à partir d'un mort, à partir d'une overdose, c'est un peu ça qui s'est passé, au lieu de réfléchir à une approche juste aux questions de la consommation de psychotropes. Les premiers EBUS ont été en 2004. Il y a eu une continuité ensuite, presque annuelle, jusqu'en 2015. La 9e édition c'était en 2015. Et là, pendant 4 ans, il y a eu un. Et pourquoi? Et je pense que c'est pendant ce jour que nous passons ensemble, objet de réflexion, puisque les premiers EBUS sont nés et déjà les EBUS ont été en partenariat entre ASUD et ACTAC. Et ça venait donc de la fondation de l'association d'entraide aide, TAP, ASUD, parmi ceux qui étaient atteints de l'épidémie. Et donc, toutes ces associations, et ASUD en particulier, ont été portées par, si on peut dire, par l'épidémie de sida, malheureusement. Aujourd'hui, la situation a changé. Cette
10e édition de Rébus est un partenariat à Sud, la Fédération Addiction, mais d'autres associations, je pense notamment à Technoplus, à Aide, sont des mèches, parce qu'il faut rassembler de plus en plus les forces intelligentes, les forces actives, pour changer les politiques en matière de drogue. Par rapport à 2004 et aux années 90, qui ont vu la naissance de l'association d'entraide, aujourd'hui il y a une nouvelle donne, les changements des politiques en matière de drogue, notamment aux Amériques. Et c'est en train d'arriver aussi en France, à travers la légalisation lente, mais quand même, on peut penser que ça va continuer, du cannabis thérapeutique. Des portes semblent s'ouvrir en matière de politique publique et d'écoute à la pouvoir public. Il faut évidemment aller plus loin avec le cannabis dit récréatif, mais pas seulement. Je pense, je ne suis pas le seul à penser qu'après la guerre à la drogue, il y a fait des millions de victimes inutiles. Les politiques sont en train de changer, mais on doit s'interroger sur que faire. Il faut que la guerre à la drogue et sa prohibition. Il faut que tu parles un tout petit peu plus fort, parce que dans le fond, on n'entend pas. Après la fin de la guerre à la drogue et de la prohibition, qu'allons-nous faire? Et c'est la grosse question. Allons-nous légaliser seulement la marijuana thérapeutique? Allons-nous légaliser seulement le cannabis? Ou faut-il légaliser tous les psychotropes? Et je pense qu'il faut tout légaliser, tous les psychotropes, surtout les psychotropes les plus durs, pour la simple raison qu'ils sont déjà légalisés. Vous savez parfaitement que la crise de l'opioïde aux États-Unis est à 3/4 l'effet d'opioïdes dans l'institution médicale. Donc la barrière est seulement idéologique aujourd'hui entre drogue illicite et drogue illicite. Les médecins, pas les cons évidemment, pas les ignorants, les idéologiques, sont parfaitement conscients de cela. Mais ça se pose évidemment une grosse question. La légalisation de la cocaïne, la légalisation de la fête des coques, si vous voyez, en tant qu'anthropologue historien, je pense qu'il faudrait légaliser la fête des coques et l'opium. Parce que traditionnellement, en fait, les overdoses des fêtes des coques sont impossibles, comme mourir d'un fumant de cannabis. Et les overdoses en fumant de l'opium aussi sont très très rares parce que c'est avec l'injection pour méthamphétamine, mais pas seulement un sirop de méthadone ou des comprimés, qu'on peut faire une overdose. Mais donc comment s'y prendre? Je pense qu'il faut, j'aime pas les mots en tant qu'anarchiste, mais réglementer substance par substance. Et faire de la prévention, de l'éducation, de la formation, parce qu'il n'y a pas de drogues dures et de drogues molles, douces, il y a des usages durs, des usages doux des substances. On peut très bien dire, vous savez, un prenant de l'héroïne à des doses contrôlées, et par contre, on peut péter le plomb en fumant 10 pétales par jour. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que la légalisation pour le cannabis thérapeutique et envisager la légalisation et la réglementation des substances par substances. C'est tout le débat. Je pense, pour terminer mon speech, qu'à Sud, c'est pas un hasard aussi si on a gardé 4 ans pour faire ces 10e états généraux des substances. À Sud, connaît depuis quelques années des difficultés, puisque suite au fait que les SIDA a reculé, les pouvoirs publics
nous donnons énormément d'argent. Mais notre rôle d'observation d'usagers des drogues reste très important et je pense qu'il peut encore avoir un temps d'avenir si j'en juge par le fait que aujourd'hui l'auto-organisation d'entraide entre pairs se manifeste depuis 3 mois dans le mouvement dit des Gilets jaunes. L'auto-organisation d'en bas est encore un grand avenir pour moi, et notamment parmi les jeunes. Merci. Beaucoup moins à l'aise que votre président. J'ai donc écrit ce que je souhaitais vous dire. En tout cas, bonjour à tous. Et je suis extrêmement heureuse d'ouvrir ces journées avec Alexandre Stella, le nouveau président d'ASSUD, avec lequel il ne fait aucun doute que nous continuerons le chemin. Avant d'être la suite d'une longue histoire, ce dont vient de témoigner Alessandro, cette journée a sa petite histoire. Lors du COPI, concernant les prochaines journées sur les traitements de la dépendance aux opiacés qui auront lieu en 2020 à Montréal, le thème de la place des personnes concernées, les usagers, a été retenu comme le thème principal. Il a été validé. Et de façon... Apparemment, pour la le micro. Non, j'ai changé de micro pour un train qui aura plus de volume. On fait un essai, 1, 2, 3. Voilà, parce qu'on peut pas. Je vous promets, je ne vais pas chanter. Fabrice, c'est comment là? Ça va? Ça va. Ouais. Je recommence pas parce que vous aurez compris. Les journées donc TDO en 2020, la place des usagers au cœur de ces journées qui auront lieu donc à Montréal, et une décision qui a été prise pour que d'ici 2020, donc en 2019, ait lieu un événement impliquant fortement les usagers. Et donc Fabrice Olivet, qui nous a rejoint il y a quelques instants, et Nathalie Latour, notre déléguée générale, ont discuté ensemble de la possibilité de faire les Égus, et Fabrice regrettait de ne pas en avoir les moyens. Donc Nathalie est vraiment, on est ravis de cette initiative que vous avez prise tous les deux. Nathalie a décidé que la fédération pouvait soutenir la mise en œuvre de ce moment important. Mais permettez-moi de m'arrêter un instant sur le sens que la fédération donne à cet appui, à savoir un engagement à vos côtés. Mais nous n'oublions jamais que les États généraux, cher Président, sont le fruit de votre travail et qu'ils se situent dans le prolongement de l'histoire d'ASSUD. À tous les égards, ils vous appartiennent tout entier. C'est vous qui avez la ligne politique, qui en avez fixé le cap et en porté le programme. La fédération a contribué à la co-construction de certaines parties et nous avons collaboré pour la diffusion, l'organisation concrète. Mais derrière cet aspect formel, notre soutien s'inscrit sur le fond de notre démarche, dans notre ADN, qui repose sur le préalable du respect de la parole des usagers. Dans la genèse de la NIT, lors de sa création, en 1979, les fondateurs s'engageaient, je cite, à reconnaître les toxicomanes comme personnes et à faire reconnaître leurs paroles dans tous les lieux décisionnels où il en est question. Lors de la création de la Fédération Addiction, nous actions un changement de position porté depuis de nombreuses années, de veiller à la reconnaissance des usagers en tant que personnes et citoyens dans les pratiques de soins et de prévention, ainsi que dans les lieux décisionnels les concernant. En clair, nous ne parlons plus pour eux, mais avec eux. Nous avons fait de cet axiome un principe éthique. Nos liens avec ASSUD se sont bien sûr consolidés à de nombreuses reprises, notamment et particulièrement en 2012, quand nous avons accompagné, avec l'association WED, l'élaboration du projet de création de l'Observatoire du droit des usagers, qui a connu son aboutissement en 2017 par la signature d'une convention de partenariat
qui valide dans son projet la parole prépondérante des usagers et garantit la prise en compte de leurs paroles auprès de toutes les instances de santé. On ne saurait oublier non plus nos apports conjoints concernant l'analoxone afin de informer les usagers sur son utilisation. Je veux souligner aussi nos efforts concertés pour la rédaction du livre blanc sur l'amende forfaitaire, pour laquelle nous portons le même regard critique. Ce comité comptait, entre autres, dans ses rangs, et c'est important de le souligner, aide, Principe Actif, Technoplus et le syndicat de la magistrature. Je ne saurais non plus oublier la récente création de la plateforme pour un plaidoyer international vers de nouvelles régulations. Alessandro en vient d'en parler, à commencer par la légalisation contrôlée du cannabis, et ce n'est qu'un premier pas. De plus, la reconnaissance du savoir expérientiel des usagers se décline dans d'autres partenariats, témoins de la richesse des initiatives. Les usagers inventent, soutiennent, seuls ou en lien avec des professionnels. Ils mettent en œuvre des lieux d'accueil innovants, des missions au milieu festif, mais aussi des collaborations avec des XAPA et des Carides. Je pense au Tipeee, Marseille, je pense à Sud, Nîmes, qu'a fondé Jeff il y a de très nombreuses années, au groupe des médiateurs pairs du XAPA du Péry, dans le Lot, Corps et Âme, dans notre région. Alors je ne sais pas si Corps et Âme a un essaimage national, mais en tout cas ils sont très présents dans ma ville à Toulouse. Et bien d'autres encore. Il faut rajouter leurs apports dans la formation, leur rôle dans l'enseignement et la recherche, et bien sûr les précieux forums tels que Psychoactif et Psychonautes. D'ailleurs, un groupe de travail initié par la Fédération sur le savoir expérientiel vient de recenser 130 expériences. Un guide repère va sortir très prochainement. Il a été réalisé grâce à la contribution d'usagers de la France entière venant des Carudes et des XAPA. Alain Morel sera là demain pour témoigner de cette coopération qui permet non seulement de transformer les pratiques, mais contribue également à modifier le regard et les représentations stigmatisantes, toutes ces violences à bas bruit qui ont fait et continuent à faire tant de victimes. La loi de santé de 2016, dont nous pouvons nous féliciter, même s'il reste des améliorations possibles, notamment concernant la question de l'accompagnement des consommations dans les Carudes et la réduction des risques en prison, cette loi donc marque un tournant dans la validation du concept d'autoprotection, la reconnaissance de la protection communautaire grâce, par exemple, à la diffusion de l'analoxone, mais aussi la CCM, les TROD, la RDR à distance. Des signaux semblent passer au vert pour qu'enfin l'usager soit reconnu en capacité de protéger et de se protéger. Acquérir ce pouvoir d'agir ensemble, fondement de la santé communautaire, aide, dès 1984, face au sida, à montrer le chemin du sujet participatif et continue toujours de découvrir de nouveaux espaces de plaidoyer politique et de santé communautaire. Si la loi de 2002 a officiellement entrouvert la porte en s'en inspirant, il reste encore du chemin à faire, nous le savons. On peut évoquer quelques mascarades qui se sont terminées par bouger la machine à café. La Fédération Addiction a pris la mesure des difficultés dans la reconnaissance à la fois du savoir expérientiel dans les pratiques et également du poids politique du savoir profane. Elles doivent encore être surmontées, notamment par les soignants eux-mêmes, pour qu'ils clarifient leur rapport au pouvoir et les institutions dans leur délégation de mission et leur structuration managériale. Je le redis, nous, intervenants sur la question des addictions, devons, avant même de proposer une réponse, savoir être présents dans une philosophie du prendre soin, et c'est aussi être présent à l'autre, comme citoyen. Pour cela, il faut apprendre à se dégager de tous les a priori, se méfier des tendances et considérer que le seul domaine, le seul modèle, c'est celui
que souhaite suivre l'usager. Ceci, bien sûr, est plus aisé à écrire qu'à pratiquer au quotidien. Sans doute. Cependant, soyons certains que les adhérents de la Fédération sont déjà engagés dans cette voie de l'écoute, de l'individualisation des propositions, tant de réduction des risques, que de soins, que d'accompagnement. Portés dans un rapport d'égale humanité, attentif et donc respectueux à cette parole. Ceci vaut pour nos pratiques, mais aussi pour notre présence ici, à vos côtés. Pour tout dire, les pratiques participent d'une remise en question permanente. C'est en tout cas comme cela que nous entendons, Pardon. Pour autant, je suis prête à admettre qu'à certains égards, il est plus aisé, bien sûr, il est plus facile de l'écrire que de rendre perceptibles nos efforts, peut-être. Nous côtoyons la santé communautaire depuis les années 90 et nous pouvons nous demander si nous avons su nous en rapprocher suffisamment pour qu'elle impacte toujours mieux et toujours plus nos pratiques. Nous sommes convaincus, plus qu'un paramètre à conjuguer avec d'autres, la santé communautaire doit être un socle à part entière. Le secrétaire général du groupe roman d'études des addictions, Jean-Félix Savary, a écrit que dans un système de soins qui prend acte des différences de personnes et de parcours, il n'est plus possible de savoir pour autrui. Nous souscrivons à cette approche, car nous ne pouvons nier que les apports de la santé communautaire ont eu un fort impact non seulement sur la politique de RDR en elle-même, mais aussi sur la façon de penser et de la mettre en œuvre. Encore une fois, je citerai Jean-Félix Savary, qui enjoint soignants et usagers à être des activistes des droits humains. De la même manière, on relève que l'impulsion de l'approche, autant que les thérapies applicables à la santé mentale aux États-Unis, doivent énormément à la santé communautaire, qui a permis aux personnes en souffrance psychiatrique de pouvoir revendiquer leur fierté, la Met Pride, comme en écho à la Gay Pride, et une réponse aux préjugés et à la stigmatisation dont sont victimes les patients en psychiatrie et plus largement ayant recours aux services de santé mentale. Ces incidences n'ont rien de marginal. Au contraire, leur souffle nous est parvenu jusqu'ici, jusqu'en France, je veux dire, car ce changement de paradigme a notamment inspiré les programmes Housing First, un chez-soi d'abord, tant au plan clinique qu'en tant que politique de santé. Permettez-moi à cet instant une digression tout à fait personnelle en m'appuyant sur un article de Florence Soubnas, paru le 17 décembre, où il apparaît que la mobilisation à se rassembler autour des ronds-points est moins liée à un problème de taxes qu'à un besoin de prise en considération d'une souffrance économique qui renvoie au sentiment d'une perte d'amour-propre. C'est vrai que cette phrase m'a fait tilt. Dans l'association que je dirige, nous allons beaucoup à la campagne rencontrer les usagers qui sont accueillis en famille d'accueil. On a eu bien des fois l'occasion de discuter avec ces personnes-là. De fait, c'est moins une question de pouvoir d'achat qui les a mobilisés, mais que de pouvoir-être, et de pouvoir-être ensemble, que vont chercher ces manifestants. Je veux par là souligner que la détresse qui apparaît en filigrane trouve une résolution dans la création d'une forme de groupe d'abord, mais aussi de forme de communauté, qui dans ce partage permet de substituer la honte sociale à une dignité personnelle retrouvée. Je voulais faire ici un lien avec un thème de cette journée, en reconnaissant que dans cette mise en commun des expériences vécues, une fonction exprime une fonction, propose ou vit, ou permet plutôt, une fonction pour l'individu, une fonction pour le groupe, une fonction pour le lien social, et donc une fonction pour le vivre ensemble. Il en va de même pour la santé communautaire. Nous intervenons, savons qu'elle appartient à ceux qui l'élaborent, parfois dans leur solitude. En revanche, il est de notre devoir de la reconnaître comme une expression qui a toute sa place dans la santé de demain, quand elle concerne notamment des pratiques que réprouve la mémoire collective.
Merci en tout cas de votre écoute. Tous nos vœux pour ces assises, dont les conclusions, soyez-en certains, auront droit à toute la considération que nous vous devons, car l'implication centrale des usagers est une pratique éthique, mais aussi une condition d'efficacité. Merci.